Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de décryptage et d'analyse sur les antennes de Truth TV. Première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Je suis Adams Khaled Ouedraogo. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour éditeurs et téléspectateurs. D'accord. Vous le savez, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé mercredi dernier l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ils étaient tous deux poursuivis pour crimes contre l'humanité. Peut-on parler de verdict surprise? Quelles sont les implications politiques de cette décision? Est-ce le point de départ d'une véritable réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? La question est enrôlée en cette convocation ce matin. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un visage bien connu du tribunal de l'actualité, Lionel Bilgou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes analyste politique et directeur afrique de Timinis Media. Il se pourrait que pour cette convocation, nous ayons également sur ce plateau Joachim Vokuma. Il est directeur de publication de Casseto.net. Mais avant de revenir au sujet enrôlé, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons passer la parole au juge Bougma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la commune de Ouagadougou. Ces derniers temps, on a remarqué également les déguerpissements au niveau des abords. Vous savez que Ouagadougou, c'est une ville commerce. De part et d'autre, c'est effet d'habillement, c'est boutiques divers, donc de vente de marchandises diverses. Donc, ça dit que c'est du commerce à ciel ouvert. Et dans ces conditions, effectivement, beaucoup empiètent sur la voie publique. Parfois, pour stationner, c'est difficile. Pour circuler, c'est très difficile. Donc, il y a ces occupations anarchiques-là et que la police municipale a commencé à déguerpir. En tout cas, il y a un bon boulot qui est fait. Reste à savoir si ça va tenir parce qu'on a vu, effectivement, ces opérations coup de poing. Et après, quelques temps après, les mêmes reviennent pour occuper les mêmes espaces et dans les mêmes conditions, comme dirait l'autre. Donc, parce que ici, c'est de pouvoir faire en sorte que force reste à la loi. Face à des gens qui disent, bon, c'est juste pour le pain quotidien, c'est amoureux, comme on le dit par mon communauté à Ouagadougou, c'est ça qui est la règle. Donc, c'est déjà une opération, je dis bien à saluer, parce que ça permet de dégager la voie. Mais maintenant, comment est-ce que, parce que c'est des gens qui étaient là depuis longtemps, qui ont commencé à avoir leur pain quotidien là-bas et finalement qui y sont installés et qui vivent de cela. Il y a l'impact social qu'il faut gérer, mais bon, même si on dit force doit rester à la loi, il y a cet impact social également qu'il faut gérer. Mais en même temps, les Burkinabés aussi doivent comprendre qu'on ne peut pas aussi faire le commerce partout. Ça aussi, c'est une réalité qui est là, qui est implacable. Mais il appartient aux autorités de donner le bon exemple et de créer les conditions pour que chacun puisse trouver son pain quotidien pour subvenir également aux besoins de sa famille et tout. Le deuxième avant-propos, toujours en lien avec la mairie de Ouagadougou, nous sommes tombés sur un document qui désigne effectivement des routes qu'on appelle routes alternées. Vous savez, dans certains pays, dans certaines capitales, il y a des routes à sens unique. Vous ne les prenez que pour aller dans une telle direction. Le matin et le soir, vous prenez une autre direction pour entrer chez vous. Donc, à Ouagadougou, nous avions appris que c'était un projet qui était là, mais qui était difficile à appliquer. Faute de courage, on se demande comment est-ce que la population va accueillir. Donc, nous avions appris que c'est finalement acté. La mairie a écrit au ministère du Transport qui a validé. Donc, il y a des voies qui ont été effectivement désignées pour être alternées. Donc, là, la paire de manches, ça va être maintenant la communication. D'abord pour faire comprendre que c'est important et faire en sorte que les Burkinabés acceptent également la nouvelle donne. Parce que ce n'est pas aussi évident pour des gens qui sont habitués à prendre un axe le matin pour aller travailler, un axe pour rentrer le soir. Ça va être vu comme on appelle ça, une contrainte sur le plan de la liberté, de la circulation, de la mobilité. Mais je pense aussi que compte tenu de Ouagadougou, du nombre élevé de la population ouagalaise, il nous faut trouver également d'autres moyens qui fluidifient la circulation. Je pense que c'est l'une des solutions à Ouagadougou. Donc, essayer de nouvelles méthodes. Reste à savoir si cela va pouvoir se passer. Bon, je ne pourrais pas déterminer l'ensemble des voies compte tenu du fait que c'est juste un avant-propos. Je ne pourrais pas rentrer en détail. Je pense qu'on fera aussi le devoir
recevoir au niveau du tribunal de l'actualité, de recevoir la mairie, pour avoir beaucoup plus de précision par rapport à cela. Sinon, il y a des routes qui ont été naturellement désignées et les horaires dégagés, mais compte tenu du fait que c'est un avant-propos, si je m'amuse, je vais trop grignoter sur le temps, alors qu'on a un sujet qui est enrôlé. C'est là mon avant-propos. En tout cas, merci pour ces clés de lecture. Vous l'avez dit, c'est un projet. Nous allons attendre de voir ce que ça va donner. Et puis, en termes de fluidification de la circulation, si effectivement il va être adopté ce projet, la Palais Ouagavillois. Juge, qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette première convocation? Oui, merci Président. Ce qui a retenu mon attention, c'est le rapport d'enquête de la Commission nationale des droits de l'homme Niger sur des cas de viol commis à Tillabéri. Et cela incrimine des Tchadiens, soldats tchadiens au niveau des forces G5 Sahel. C'est quand même fort les révélations qui sont faites. Une jeune fille de 11 ans qui a été violée, elle est en classe de CE2. 2 autres femmes, l'une était enceinte et elles ont été violées devant leur mari, parlant de ces 2 femmes-là. Et les soldats tenaient donc en respect leur mari avec les armes lorsque ces femmes-là étaient violées. On se pose la question de savoir comment est-ce que des soldats de maintien de la paix là, peuvent arriver à ce genre d'acte. C'est quand même très fort. On peut l'entendre je sais pas moi, de maquisards, de miliciens, mais de soldats bien entraînés et qui vont pour une mission, représentant aussi leur pays. Je me demande comment est-ce que ça peut arriver. Et les enquêtes ont été formelles. Il n'y a même pas que ces cas-là, il y en a d'autres. Des cas de 5 femmes où il y a eu tentative. C'est-à-dire qu'on a tenté de tenir leur mari en respect, mais les femmes ont pu fuir. Donc ça veut dire que ce n'est pas isolé. Mais on ne peut pas comprendre comment est-ce que dans une dynamique de réponse à une attaque, pas une attaque, à une nébuleuse, à un terrorisme derrière lequel on a du mal à avoir un visage, où on a besoin de l'aspect participatif, donc des populations qui adhèrent à la cause, comment est-ce qu'on peut se comporter ainsi si ce n'est créer un sentiment de dégoût fort, notamment de ces populations-là. Lorsque vous n'êtes pas mieux que leur bourreau, qu'est-ce qu'il faut attendre? C'est vrai que du côté du Tchad, il y a eu la nouvelle qui a été donnée, ces messieurs ont été arrêtés parce qu'on les a fait retourner chez eux, donc ils ont été arrêtés et ils devraient donc avoir une procédure qui va suivre. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en entend parler, et puis c'est pas seulement avec le cas de nos forces G5 Sahel, on en a vu même dans les zones d'interposition. On se rappelle en Côte d'Ivoire, vous allez dans la zone là, vous avez beaucoup de petits métis, c'est pas forcément sous consentement, mais je veux dire quoi? On se pose la question, comment est-ce que ceux qui viennent pour apporter la paix, ceux qui ont été formés pour défendre, viennent à la fin se comporter ainsi? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans la tête. Est-ce qu'ils doivent voir dans le curricula, je ne sais pas, psychologiquement des accompagnements, ou bien le terrain leur enlève une certaine humanité par moment? Mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire, et ça, nous de loin comme ça, c'est difficile à comprendre. Gros carton rouge à ces messieurs-là, et j'espère qu'ils paieront jusqu'au dernier denier pour ce qu'ils ont eu à faire. D'accord. En tout cas, merci pour ces différentes analyses. Nous allons à présent nous attaquer au sujet qui a été enrôlé pour la présente convocation. Et je le disais en début d'émission, depuis mercredi dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres de leur mouvement. Telle est la décision de la CPI après 10 ans de procédure judiciaire. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Lionel Bilgo, analyste politique, directeur Afrique de Timinis Média. Bonjour une fois de plus et bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. Alors je l'ai dit, après 10 ans de procédure, après autant de tractations entre les deux camps pour en tout cas prouver la culpabilité ou non de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, la Cour pénale internationale a estimé qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour en tout cas étayer, manifester la culpabilité de ces deux personnes. On est donc tenté de se poser cette question, finalement tout ça pour ça? Oui, finalement tout ça pour ça. Que de larmes versées, que de peine, que de douleur, que de vérité non fondée, que de mensonges, que de supputations, que de souffle coupé pour un peuple qui était en attente vraiment de comprendre réellement les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé lors de cette élection en Côte d'Ivoire.
pour arriver à un acquittement qui, en réalité, je vous le dis, Président, ce n'était une surprise pour personne. Dès le départ, les dés étaient pipés et en même temps, certains juges, d'ailleurs, de la CPI avaient déjà, dès l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, signalé en fait à la procureure un certain nombre d'anomalies dont elle n'a pas tenu compte et qui, en réalité, se sont répercutées aujourd'hui par cet acquittement de la Chambre d'appel. C'est une constance que les juges ont gardée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une constance que les juges ont gardée. Et on peut se poser la question à savoir si tout ce procès et tout ce vacarme n'était pas juste fait pour maintenir hors de Côte d'Ivoire ces deux personnes-là, pour permettre un mandat tranquille à Alassane Ouattara. Ce sont des questions que certaines personnes peuvent se poser. Et en regardant le résultat final de tout ce vacarme-là, on se pose réellement la question du professionnalisme du bureau de la procureure de la CPI. D'accord. Alors finalement, on se demande qui doit payer pour les 3000 morts de cette crise post-électorale qu'on a vue en 2010 et 2011. Poser cette question, c'est revenir en fait dans le fond du dossier. Parce qu'en réalité, ce que la procureure a voulu juger ici, c'était les faits, alors qu'elle n'a pas voulu s'attaquer aux causes réelles. Laurent Gbagbo lui-même, souvenez-vous, lors de sa prise de parole à la CPI, ramenait la question primordiale qui était de savoir qui a gagné les élections. Et il le disait, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui aurait sémé le trouble en Côte d'Ivoire, puisque tout part de là. Pour lui, en fait, c'était le fondement du départ en fait d'une justice quelconque. Et donc aujourd'hui, qui doit payer? Je pense que les Ivoiriens ont assez payé, que ce soit les victimes ou encore certains bourreaux ou encore même aujourd'hui l'ensemble de pays, ils ont payé un lourd tribut pour ce qui s'est passé. Et c'est vrai que les victimes sont dans une consternation. On a entendu leur avocate se prononcer après l'acquittement, et on attend toujours cette vérité-là. Dès le départ, la forme n'a pas été respectée. Et je pense qu'on n'est pas allé dans un procès en quête de vérité absolue, puisqu'on n'a pas voulu en tout cas convoquer tous les belligérants qui ont permis justement au pays de tomber dans cette hécatombe-là au tribunal. Ce qui permet à d'autres personnes de parler d'un jugement inéquitable, d'un jugement ou d'une procédure impartiale menée par la procureure Fatou Bensouda. D'accord. Monsieur le juge, vous avez la parole. Juge Bougma. Oui, effectivement, je suis tenté de dire tout ça pour ça. Et je partage également le point de vue de M. Bilgou par rapport au fait que l'affaire semble être un arrangement pour tenir à l'écart un homme politique très influent et permettre un mandat tranquille à Alassane Ouattara. Et si Alassane Ouattara n'avait pas brigué ce troisième mandat, à l'heure qu'il était effectivement à la retraite au soir de ces deux mandats, Laurent Gbagbo est acquitté, Alassane Ouattara est à la retraite et puis on passe à une autre étape. Et la patate chaude allait être filée à Gon Coulibaly s'il était vivant et élu président, pour gérer maintenant les 20 ans qui pèsent sur Gbagbo liés à l'affaire de la BCEAO. Autrement dit, Alassane se lavait les mains ou se frottait les mains. Mais bon, j'ai l'impression maintenant qu'il y a un problème de timing. Il reste au pouvoir, mais en même temps, Gbagbo est acquitté. Je le dis parce que quand Gbagbo devait embarquer dans l'avion qui devait l'amener aux Pays-Bas, et selon en tout cas les médias et les témoins qui y étaient, son avocat avait tenté par tous les moyens effectivement de s'opposer, y compris un acte physique que Gbagbo aurait lancé à son avocat, que ce n'est pas la peine, lui comprend ses politiques. Parce qu'il dit Ouattara ne peut pas gouverner tant que je serai sur le territoire ivoirien. Donc il dit à son avocat ce n'est même pas la peine, parce que c'est quelqu'un aussi qui a une bonne lecture de la chose politique, et c'est comme ça il a résumé, puis ça s'est arrêté là, il a embarqué dans l'avion, il est parti. Donc venant de certains témoins qui ont été des gens qui ont été témoins de la scène et qui l'ont repris, effectivement ça veut tout dire. Donc on est beaucoup plus dans la manipulation politique que dans la volonté effectivement de pouvoir établir la justice. Parce que si on voulait effectivement établir la justice, il y a eu un combat. Quand on parle de combat, c'est deux forces. Le combat, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule troupe qui livre combat comme ça. Donc il y a eu comme on appelle ça, des affrontements et effectivement des parts et d'autres. Et ce qui est curieux, au même moment où Gbagbo est en train d'être acquitté, il y a Amadou Weremi qui est jugé pour les exactions, les faits de violence et des meurtres, des crimes qui ont été effectivement commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc
Et c'était vraiment horrible. Et lui-même, il le dit, il l'a fait sous le commandement des forces, comme on appelle ça, des FRC, donc des rebelles transformés en forces républicaines du Côte d'Ivoire. Il a dit, il a cité des noms, l'Océanie Koulibaly et tout, j'agissais sous leur commandement. Il dit qu'il chargeait même les armes pour eux. Et donc, c'est-à-dire, il n'a pas agi seul. Deux, c'est sûr, comme on appelle ça, intervention. Et la collaboration, pour ne pas dire la complicité. Et il dit d'ailleurs au début du procès qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés au moment où le fait était déjà commis et c'était très atroce. Donc, mais lui aussi, il a emboîté le pas et puis comme on appelle ça, il a enfoncé le clou. Et donc, Ouérémy, c'est un Burkinabé, établi là-bas, mais il n'aurait pas pu faire cela sans la complicité de certaines choses. Où est-ce qu'il a gagné ces armes-là? Comment est-ce qu'il a mobilisé ces hommes? Comment est-ce qu'il les a formés? Toute la logistique pour pouvoir le faire, la communication, non. Mais on a l'impression que ce autre pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour le moment, on ne regarde pas et on a l'impression que c'est beaucoup plus une justice des vainqueurs. Et là, effectivement, il faut convenir que ce n'est pas juste. Donc la manipulation politique fait des arrangements pour ne pas déranger les camps. Gbagbo et Blé Goudé suffisamment influents, sont mis de côté et puis on attend que monsieur finisse tranquillement son mandat. C'est comme ça que je lis ça. Sinon, je pense quand même que les juges de la CPI sont suffisamment outillés. La procureure à ce niveau de responsabilité ne peut pas jouer avec la vie des uns et des autres comme ça, surtout quand il y a 3000 morts qui sont en jeu. Et ça, ce n'est que la crise post-électorale. On ne parle pas du début de la rébellion de 2002 jusqu'à la crise post-électorale qui a commencé pratiquement en 2011 parce que les élections c'était en fin 2010. Et la crise a commencé pratiquement fin 2010 jusqu'en avril 2011 où Laurent Gbagbo effectivement a été arrêté. Donc je pense que tout ça pour ça, autant d'énergie pour ça, comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau? Là, maintenant, c'est les uns et les autres qui attendent explication de la part de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, juste pour compléter, il y a deux des juges dès la première chambre qui avaient déjà pointé du doigt l'absence dans la démarche d'enquête ou dans la procédure des rebelles ivoiriens qui avaient jugé que le conflit concernait deux camps et qu'il fallait justement que la procureure revise sa copie par rapport à cela. Donc ce sont des éléments qui avaient déjà été notés et pointés du doigt dès la première chambre. D'accord. Je vais. Oui, ce qui se passe là, c'est quand même assez quand même grave parce que quand vous regardez, c'est une cour qui jouait toute sa crédibilité. Mais je pense aussi que fallait pas être plus optimiste, comme le disait Bilbao, parce que dès le départ, je pense que les enjeux étaient connus. Il y avait une CPI qui avait besoin de dossiers parce qu'elle avait besoin de s'affirmer, il fallait qu'elle montre l'essence de son existence. Et il y avait un pays qui était prêt, avec un président, à régler son problème parce qu'il avait un colis trop dérangeant, qui faisait même d'ailleurs l'affaire de la CPI. Et vous vous rappelez, c'était Luis Moreno Ocampo qui au début gérait cette affaire-là. Et Bilbao l'a dit tout à l'heure, depuis le départ, la question prouve il y avait des difficultés. Mais à la fin, on se retrouve à quoi? À décider d'un acquittement parce que le dossier est exceptionnellement faible. Donc on n'a pas grand-chose. Alors que toutes ces années, je ne pense pas que Mme Bensouda aurait pu avoir un confort pareil pour étayer toutes ces accusations concernant Gbagbo. Parce que Alassane, qui est son premier profondeur au pouvoir, il ouvre toutes les portes pour que vous puissiez avoir accès à tout, vidéo, tout y compris. Et même des témoins qu'on va démarcher pratiquement pour vous. C'est ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Et quand on en arrive à la fin, à se dire qu'il n'y a pas d'élément fort qui puisse donner la décision finale que Gbagbo aurait clairement, et Blé Goudé aurait clairement donné des mots d'ordre ou serait derrière, ça pose un vrai problème. Ça pose pourquoi tant d'années pour en venir à ça? Si ce n'est que au départ, on savait très clairement que ça allait aboutir à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment criard que de dire que pendant toutes ces années-là,
le dossier n'a jamais été costaud. Le dossier n'a jamais gagné en coffre. Et vous-même, quelquefois, vous regardez les vidéos, repartez encore, parce que les gens s'amusent à poster les vidéos de témoins qui viennent se contredire. Une dame, vous vous rappelez, qui disait qu'on l'avait giflé, elle avait perdu l'oreille, elle avait perdu l'usage de lui et tout. Il y a demandé, je pense que c'est l'avocat qui demande est-ce que vous m'entendez. Elle dit oui. Il dit bon, donc je n'ai plus de questions. Vous voyez, je vous dis, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui ressortent aujourd'hui, comme s'il y avait par moment des témoignages fabriqués ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, je pense que le verdict il est tombé et c'est la CPI qui a joué aussi sa crédibilité. C'est Bensouda qui a dénoté encore une fois de son incapacité à gérer un certain nombre de dossiers. Ce n'est pas le premier. Gbagbo c'est le plus emblématique. Il y a eu Jean-Pierre Bemba, il y a eu les Kenyans Uhuru Kenyatta, il y a eu William Ruto. Tous ceux-là, les deux derniers que j'ai cités, n'ont lieu. Le premier, vous savez comment c'est terminé. Gbagbo aussi. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Et puis c'était une cour qui était en train de s'africaniser en termes de spécialité. C'est vrai que dernièrement, on nous parle de certaines autres destinations, mais jusqu'à présent, on sait que ça ne va pas. Et ça dit que ça permet de remettre encore le débat qui est central, en dehors de celui d'abord de la Côte d'Ivoire, où là-bas il y a un gros débat aussi qu'il faut mener. Il y a celui même de la CPI, dans lequel il n'y a pas les États-Unis, dans lequel il n'y a pas la Russie, dans lequel il n'y a pas la Chine. Donc il y a dans notre giron que nous connaissons, peut-être un peu la grande France, si on peut dire ça comme ça, mais la France pour nous, pour nos anciennes colonies et tout, pour les anciennes colonies, ça mérite qu'on repense de façon très claire la chose. On avait pensé à un moment donné que puisque dans nos États les conflits sont tellement forts et que si on s'amuse on aura des justices de vainqueurs, on se rend compte maintenant que la CPI n'est pas forcément l'outil qui peut permettre de voir clair dans les dossiers que nous avons. La question, lorsque Gbagbo entrait, demeure toujours qui est à la base des 3000 morts. D'accord. Alors, Bilgo, comme Geoffroy l'a dit, dans cette affaire-là, c'était aussi un procès de la CPI, mais finalement qui sort affaibli après le verdict qui a été donné et tout ce qu'on a pu constater en termes de poursuite et de procédure. Oui, c'est aussi la question de l'organisation de la CPI, de la réorganisation de cette Cour pénale internationale, parce qu'il faut comprendre que la CPI naît du traité de Rome le 17 juillet 1998, un traité qui a été adopté par 160 États au départ. Aujourd'hui, on compte 123 États qui l'ont ratifié. Et malgré tout, en fait, on a une juridiction géolocalisée sur plutôt les continents africains. C'est l'impression que ça donne, comme s'il y avait que les Africains qui commettaient des crimes graves contre l'humanité. Et on se souvient, il y a de cela 4 ou 5 ans, la Cour pénale internationale était sous les feux des critiques, pas seulement venant de la part d'Africains, mais aussi venant de la part d'observateurs du monde entier qui voyaient ce comportement un peu comme une police internationale destinée au peuple noir, au peuple africain. Et donc la crédibilité de la Cour s'est posée à ce moment-là. Je me souviens également qu'elle était d'ailleurs sortie pour s'expliquer, pour donner la nature de son existence, mais aussi présenter quelques dossiers venant d'autres continents. Bon, mais ça, c'était juste une agitation pour parer justement à cette critique fondamentale. Par contre, elle reconnaissait à demi-mot qu'il lui fallait faire des progrès pour justement ne pas être une Cour pénale internationale à coloration plutôt africaine. Il faut savoir que la Cour pénale internationale ne se substitue pas aux tribunaux nationaux. C'est justement la requête venant de la part des pays qui fondent justement le pouvoir de la Cour pénale internationale de pouvoir agir dans ces pays-là. Et donc c'est aussi de reposer la question aux États africains, sommes-nous capables de gérer nos propres conflits? N'est-ce pas là la meilleure manière d'ailleurs de mieux prendre en compte nos propres divergences, parce que nous sommes les victimes et les bourreaux à la fois, et donc peut-être qu'une réglementation sur nos sols pourrait le faire. Il faut savoir qu'en dehors de la Cour pénale internationale, il y a d'autres juridictions
spéciales qui ont existé. Le Rwanda avec Arusha, Nuremberg et Tokyo. Et donc, il y a déjà eu ces genres de tribunaux-là. La différence avec la Cour pénale internationale, c'est que la Cour pénale internationale est un tribunal indépendant et permanente. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mandat fixe ou limité. Elle est capable d'exercer dans la durée. Maintenant, il y a une forme d'attitude à avoir vis-à-vis de cette cour-là. Il faut que nous ouvrons le bon œil et que nous veillons à ce que cette cour-là ne soit pas impartiale dans sa manière d'agir et qu'elle se concentre sur les faits graves, puisque c'est son rôle de crime contre l'humanité, de génocide et de crimes graves ayant porté atteinte à la communauté internationale partout dans le monde où il y a eu ces crimes-là. Je rappelle qu'il y a des crimes emblématiques commis par certains États parce qu'ils sont puissants et la Cour pénale internationale n'a pas pu agir. Souvenez-vous le cas des États-Unis où des commissaires de la Cour pénale internationale avaient été renvoyés du territoire ou en tout cas avaient été interdits d'entrer sur le territoire américain pour faire quelles que soient de petites enquêtes sur des faits graves. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est une Cour qui est pratiquement impuissante et impuissante parce que tout simplement la Cour, quand on dit qu'elle est indépendante, elle est dépendante du financement des États membres quand même, il faut le dire. D'accord. Alors, juge Bougma, c'est vrai, techniquement rien n'empêche Laurent Gbagbo de repartir en Côte d'Ivoire. Son retour a été longtemps annoncé. Son avocat avait fait le plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes. C'est vrai qu'il est acquitté par la CPI, mais il y a une décision de justice qui plane sur sa tête. 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la BCAO. Est-ce que justement ce retour-là peut être envisagé sans une négociation? Est-ce que vous voyez Laurent Gbagbo atterrir aujourd'hui en terre du BD Béarnais? Bon, je pense que cette négociation même a commencé depuis longtemps. Les autorités ivoiriennes, de mon point de vue, ont travaillé à arrondir les angles avec Gbagbo à un moment donné. Je le dis, on se rappelle les conditions dans lesquelles les 2 passeports ordinaires et diplomatiques ont été obtenus, parce que ce n'était pas du tout donné, c'était pas très facile, mais bon, finalement, il a pu avoir effectivement ces 2 passeports. Donc, alors que premièrement, ça avait été effectivement rejeté. On se rappelle également que pendant la crise électorale au temps fort de l'affaire CNT, quand les domiciles des opposants avaient été effectivement encerclés, notamment le domicile de Bédier, les autres traqués, et donc Gbagbo avait passé un coup de fil à Ahmed Bakayoko, Premier ministre en son temps, pour demander de desserrer l'étau autour des personnalités de l'opposition, avec en tête Henri Konan Bédier. Et donc il y avait un communiqué qui avait effectivement sanctionné cette démarche. Donc je pense qu'effectivement c'était des signaux qui, si le climat n'était pas aussi évident, Gbagbo il ne prendrait pas son téléphone pour appeler, il ne le ferait pas. Peut-être qu'il allait assister, regarder comment est-ce que les choses allaient se dénouer. Mais bien avant d'ailleurs cet acte-là, il y a eu aussi, après ça, après l'acquittement, nous avons suivi aussi l'intervention de Charles Blé Goudé, qui demande la clémence, qui demande de la grâce et qui effectivement pratiquement implore, si je peux utiliser ce terme religieux, la grâce aux autorités ivoiriennes pour que lui et Gbagbo puissent rentrer sereinement et contribuer beaucoup plus à la paix. Donc le discours qui est donné, il n'est pas un discours guerrier, il n'est pas un discours fort. Et même sur la sortie de Gbagbo sur TV5 qu'on avait suivi en pleine crise, beaucoup de son camp, il y en a qui ont suivi l'émission et qui étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à des appels du genre il faut faire tout, il faut faire un barrage, il faut bloquer ce processus et tout. Ce n'est pas venu. Et donc pour certains, il y en a qui étaient sous l'effet d'une douche froide, qui n'avaient pas compris Gbagbo et qui disent mais on ne s'attendait pas à ça. Donc de mon point de vue, c'était déjà des signaux qu'il envoyait par rapport à l'apaisement. Parce que lui-même il a dit à ses ouailles à un moment donné, j'ai tout fait, y compris la guerre. Et ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut continuer? Donc un combat politique déjà, l'opposition pendant des années contre Oufoué, après contre Gbagbo, avec Guéhi, il a pu ruser, puis passer, et puis, mais après qui finit par les armes, et qui finalement se retrouve 10 ans encore en tôle, qui ressort, mais bon, finalement, est-ce que, voilà, donc, maintenant, son retour, naturellement, il faut qu'il se parle. Il faut qu'il se parle, parce que, comme on le dit, il y a 20 ans, résident surveillé, en tôle directement, ou bien comme est-ce que ça va être commué
comment est-ce que ça va se passer, Gracier, pardon, ou bien comment est-ce que ça va se passer. Maintenant, Alassane Ouattara, qui avait dans son discours d'investiture dit qu'il va se lancer dans le processus de la réconciliation et qui avait œuvré à ce que un certain nombre des éléments de Gbagbo puissent être élargis, y compris la vice-présidente du FPI, Madame Babos, donc Simone, et qui avait commis son premier ministre de commencer les négociations, et aussi qui avait entamé ces négociations-là, avec, comment on appelle ça, et qui a obtenu que les uns et les autres acceptent participer pour la première fois après la crise aux élections législatives. Donc des partisans de Gbagbo ont participé à ces élections-là avec le PDCI et tout. Alors qu'au niveau de la CEI, c'était dénoncé, on ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent aux législatives. J'ai dit, bon, il y a des lignes quand même qui ont bougé. Un ministre de la Réconciliation, Kakabe, qui est nommé. Donc je pense quand même qu'il y a des signaux forts qui sont envoyés pour pouvoir, comme on appelle ça, détendre l'atmosphère sociopolitique. Reste à savoir maintenant, comme il a quitté il y a 20 ans, c'est une décision judiciaire, comment est-ce que les choses vont se passer. Là, ça dépendra de comment Alassane Ouattara lui-même prépare aussi sa sortie. Mais je pense que des parts et d'autres, le bras de fer, il a quand même assez duré et les muscles semblent être fatigués. Il faut penser à une récréation, quoi. Juste voilà sur la question, retour de Laurent Gbagbo ici et maintenant, et à quelles conditions? C'est clair que la question du retour de Laurent Gbagbo, ça crée beaucoup d'incertitudes, même pour le pouvoir d'Abidjan aujourd'hui. Et puis je me pose la question, même s'il y a un retour forcé, est-ce qu'il y a la capacité de mettre Gbagbo dans une cellule? Parce qu'on sait ce que cela pourrait créer et tout. Mais je pense que au stade où nous en sommes, c'est pas des choses qui peuvent arriver. Vous n'avez qu'à écouter la dernière sortie la première sortie de Blé Goudé après la prononciation de l'acquittement définitif. Son discours était très conciliant et même demandé pardon, et il a demandé clairement au pouvoir d'Abidjan de faire ce qu'ils peuvent pour qu'ils puissent eux rentrer, parce que c'est le plus important. Et il continue pour dire qu'ils viennent en rassembleur, parce que si on prêche la réconciliation, ils pensent pouvoir apporter beaucoup et en être des acteurs majeurs. Donc le discours, clairement, quand vous regardez, il a déjà beaucoup changé. Mais moi, je dis le problème de l'Ivoirien aujourd'hui, de façon générale, ça sera plutôt la question de la sincérité de la démarche. Parce que n'oublions pas que lorsque en janvier, l'acquittement avait été prononcé, vous vous rappelez, il y avait, si ma mémoire est bonne, c'était Jean-Pierre Mignard, l'avocat de la partie État, mais surtout c'est un avocat. La réaction c'était quoi? Je trouvais que c'était pas normal que quelqu'un qui pendant près de 8 ans demandait liberté provisoire, ce qui ne lui a jamais été accordé, aujourd'hui on trouve qu'il n'y a rien et puis on va les laisser partir. Et il a posé la question, qui a tué les 3000 personnes? Donc ça veut dire que dans le subconscient de beaucoup, il y a un bourreau, il y a un meurtrier, il y a quelqu'un qui est méchant, il y a un mauvais. Mais ça, c'est pas seulement Gbagbo. C'est dans les camps différents, chacun a mis un visage là-dessus. Alors que j'ai dit, il faut tirer les leçons de ce que nous donne aussi la décision de la CPI. Elle dit que Bensouda n'a pas pu prouver l'existence de crime contre l'humanité, et deuxièmement même qu'il n'y a pas eu un plan, il n'a pas pu prouver qu'il y a eu un plan clairement défini d'attaquer des personnes, des civils, donc d'attaque en masse. Donc ça veut dire quoi quand on regarde un peu la décision? Parce qu'ils ont eu tout le temps de regarder. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens comprennent à un moment donné que ce n'est pas seulement une question de manipulation. Il y a eu un pays qui à un moment donné était fortement divisé, où ce qu'on avait, c'était des sympathisants quelquefois bien engagés sur certaines causes. Et pour quelqu'un, pas parce que la personne est manipulée, mais parce que la personne estime que c'est lui et il n'y a personne d'autre. Et on était dans 0 ou 1, binaire, blanc ou noir. C'était ça la Côte d'Ivoire à un moment donné. Donc c'est la faute de tout le monde. C'est vrai que j'aime pas cette expression parce que c'est comme si c'est de la faute de personne. Les politiques ils sont aussi responsables, mais ils doivent comprendre que autant on se dit qu'il n'y a pas eu un plan clair pour détruire des civils, en tout cas ça n'a pas été prouvé, il faudrait qu'ils se disent aussi à un moment donné, c'est que même les Ivoiriens qui se sont entretués à un moment donné là, ils l'ont fait par conviction. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Comment
Est-ce qu'on est arrivé à ça? On en est arrivé à ça. Si les gens ne se parlent pas sincèrement, si on fait un simulacre de réconciliation, alors que dans une façon profonde, on a gardé des ressentiments, ça ne va pas changer la donne. Et puis si on continue de diaboliser, parce qu'à un moment donné, il faut accepter de passer à autre chose. Et puis, il faut penser la question des victimes. Vous savez, quand on regarde la crise ivoirienne, quelquefois, on le dit comme ça, oui, 3000 morts et ceci, mais il y a beaucoup d'autres questions qui doivent être suscitées. La dernière fois sur le plateau, je disais quoi? Quand vous regardez le nombre de morts, vous regardez le lieu où il y a eu les atrocités, ça suscite même des questions. Il y en a eu à Abidjan, c'est vrai, il y en a eu dans le nord, dans une certaine mesure, mais vous allez dans le fief de Laurent Gbagbo lui-même, il n'y en a pas eu tant que ça. Allez dans l'extrême ouest. C'est là-bas que ça a été, comment dire ça, le plus inhumain. Alors que c'est pas chez Gbagbo, c'est pas chez Alassane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres interrogations que cela suscite. D'accord. Il y a eu une violence là-bas qui est inouïe. Et ça doit s'interroger. Alors, Geoffroy estime que la crise a été très, très profonde, mais il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. D'aucuns estiment justement que cette libération de Laurent Gbagbo est une opportunité pour aller à la réconciliation nationale. Est-ce également votre lecture quand on sait qu'à côté, les partisans de Laurent Gbagbo estiment que s'il a été blanchi, c'est qu'il faut lorgner de l'autre côté pour trouver les coupables de ceux qui ont tué les 3000 personnes? Oui, non. En fait, en réalité, moi, je crois que l'acquittement de Laurent Gbagbo n'est pas un semblant donné à la responsabilité qu'il a eue dans ce conflit. Donc faisons la part des choses. Il est acquitté pour les charges qui étaient contre lui par rapport aux crimes contre l'humanité, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable ou co-responsable en tout cas de tout ce qui s'est passé. Je pense que la responsabilité est partagée et si on va chercher cette responsabilité-là, il faut la chercher dans tous les camps. Et je pense que la crise ivoirienne est assez profonde pour que justement on se mette à jouer aux cartes et à tirer au sort qui a commis quoi et qui a fait quoi. C'est une responsabilité collective. Je vous rappelle une chose, quand j'entends ceux qui parlent de cette crise-là qui disent la Constitution a été violée. Il faut respecter les constitutions. Et ça pose la question de l'ingérence étrangère dans les conflits africains. Il y a eu une rébellion. Ce nom déjà, rébellion, déjà est anticonstitutionnel par rapport à un État constitué, basé sur des textes de loi. Une rébellion doit être traitée comme une rébellion. Dans cette crise ivoirienne, on a eu l'impression que la rébellion a été mise au même pied d'égalité que ceux qui gouvernaient de façon légale et de façon législative. C'est pareil pour ce qui est arrivé au Mali. Au début, c'est une rébellion venue du Nord, avec des exigences communautaires, qu'on a mis au même pied d'égalité, presque, en discussion et en échange, avec le pouvoir légalement élu existant. Et à chaque fois qu'il y a eu ce genre de maillage-là, le conflit non seulement dure, mais aussi crée plus de victimes. Et donc ici, si on va poser la question de la responsabilité, on va rentrer dans un débat de fond sans fin, on va dire. Et à un moment donné, les peuples en ont marre et ont besoin de passer à autre chose. Mais passer à autre chose ne veut pas dire tourner la page. Une histoire, ça s'écrit. Il faut laisser des traces, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. On ne tourne pas les pages d'un pays comme ça, comme on feuillette un conte de fées. Il faut écrire les pages, il faut laisser des traces sur les pages, au moins pour que ça serve de leçon. Et l'histoire, c'est ça. Ça nous sert de garde-fou. On peut se dire, par le passé, c'est arrivé, parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Faisons en sorte qu'à l'avenir, cela ne se reproduise pas. Et donc, il y a un mea culpa de part et d'autre. Dans ce conflit ivoirien, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. Les Ivoiriens ont tous perdu. Nous également, les pays voisins, nous avons également perdu parce que nous avons payé un lourd tribut de ce conflit-là. Et donc, c'est une communauté solidaire qu'il faut créer autour de la Côte d'Ivoire, accompagner la Côte d'Ivoire à passer ce cap-là. Et je veux dire, les vieux loups politiques ivoiriens ont la responsabilité de laisser une terre de paix aux générations futures. Parce que si ce conflit qui dure d'ailleurs depuis la mort de Houphouët est transféré aux générations actuelles, je vous assure que ça va être plus dramatique à l'avenir
que ce qu'on a vu là. Parce que jusqu'aujourd'hui, pour ceux qui vont à Abidjan et qui vont en Côte d'Ivoire, quand vous entendez les gens parler, vous avez encore peur pour ce pays-là, parce que c'est pas fini. Et donc, Alassane Ouattara, Bédié, Gbagbo, tous ces vieux loups qui ont animé la politique ivoirienne depuis près de 40-50 ans, ont la lourde responsabilité d'aplanir les angles, de céder un pays en paix aux générations futures. Je pense que c'est la seule responsabilité qui leur sied aujourd'hui, et c'est sur cette responsabilité-là qu'il va falloir travailler pour que la Côte d'Ivoire ait un avenir meilleur. Il faut recréer l'espérance dans les pays africains, l'espérance pour des pays en paix, parce qu'on ne se développe pas dans la crise, dans le conflit, ou en tout cas dans la peur. Le développement se fait dans un environnement, dans un écosystème de paix et d'espérance. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne se développe pas. Et ça, c'est la responsabilité des hommes politiques aujourd'hui. On en a marre de pointer l'Afrique du doigt comme une terre conflictuelle. Nous ne sommes pas des sauvages en train de nous entretuer tout le temps. Nous ne sommes pas des ignorants pour ne pas savoir que la paix vaut mieux que la guerre. Et donc ça, c'est une responsabilité collective. Moi, j'aimerais bien qu'on dise qui est responsable des 3000 morts. Mais je rêve plus qu'on se dise, nous sommes tous responsables. Allons vers la paix et surtout, soyons nos plaies. Quand on dit soyons nos plaies, soyons les victimes. Parce que c'est eux qui peuvent garder des rancœurs, etc. Pour qu'on regarde tous de l'avant. Et je pense que cette dynamique-là est déjà enclenchée. Que ce soit par le président Alassane Ouattara ou que ce soit par même ceux qui viennent d'être acquittés, Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Quand vous les écoutez dans leur discours, vous savez qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de rancœur. Ils le disent. Maintenant, effectivement, reste à vérifier la sincérité de ces propos-là. D'accord. Juge Bouma, il faut aller à la réconciliation nationale, mais est-ce que l'Ivoirien est préparé? Est-ce que les cœurs sont apaisés pour aller justement à cette option-là? Non, je pense que tout dépendra de la sincérité de la démarche et surtout des acteurs. À ce moment-là, amener les jeunes Ivoiriens à comprendre qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, il n'y a pas une opposition qui vaille, il n'y a pas une guerre qui vaille. Il n'y a pas une ethnie au-dessus de l'autre, mais c'est une Côte d'Ivoire à bâtir ensemble. Je pense quand même que c'est un élément qui est très important. Mais tout dépend, comme on le dit, du message qui sera envoyé. Parce que la Côte d'Ivoire a cette force d'être un melting pot qui ne dit pas son nom. Donc qui brasse beaucoup de nationalités, qui brasse beaucoup d'ethnies et qui peut vivre en très bonne intelligence si le politique joue réellement la carte de l'honnêteté et de la sincérité. Mais là, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est une rébellion qui n'a pas été traitée comme une rébellion. Et donc, Gbagbo qui demande de l'appui pour mater une rébellion, mais dont les portes lui sont fermées. En dépit des accords qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, qui doivent venir quand le territoire ivoirien est agressé, en appui à la Côte d'Ivoire, mais ça ne l'a pas été. Les Français, ils n'ont pas bougé d'un pied au début de la rébellion. Les pays voisins, il ne fallait pas compter sur eux. Donc, finalement, c'est un pays laissé à lui-même qui s'est battu pendant des années, et puis bon, la suite, on la connaît. Donc aujourd'hui, il faut penser les plaies, cicatriser les plaies, apaiser les cœurs et puis aller de l'avant. Je dis, mais tout dépendra de la sincérité du discours de part et d'autre. Ceux qui reviennent de la haie avec leurs partisans, quel est le discours qui sera envoyé? Ceux qui sont au pouvoir actuellement et qui regardent les autres de haut, quel est le message maintenant qui doit être envoyé? Je pense que ça, c'est un élément qui est effectivement très 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 important. Parce qu'en plus d'avoir fait la guerre, il y a aussi ces frictions politiques-là qui n'ont pas facilité les choses. Entre Bédié et Alassane aujourd'hui, il faut les réconcilier, alors qu'on n'en avait pas besoin il y a quelques années. Donc il y a plusieurs brèches également qui ont été ouvertes qu'il faut effectivement travailler à colmater. Ce n'est pas seulement les affres de l'après-guerre, mais il y a aussi les questions des intérêts politiques qui ont créé effectivement toutes ces frictions-là. Mabri-Touakeuse, Amontano, Bédié, Duncan, Alassane et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et avec effectivement les morts dont on soupçonne certains d'avoir fait ceci. En fait, il y a tout cela qu'il faut effectivement régler. Mais s'il n'y a pas une sincérité, surtout des acteurs politiques, ça va être très difficile et ça va être imperpétuel le commencement. Surtout que dans cette affaire, il y a un camp qui n'a pratiquement pas été concerné par la CPI. C'est vrai qu'on annonce qu'il y a un travail, un début d'enquête, c'est fort possible parce que certains enquêteurs étaient passés par là et même passés par le Burkina pour entendre certains combattants démobilisés qui étaient là. Dans le cadre de cette enquête, comment est-ce que ça va aboutir? Alassane avait dit qu'un Ivoirien n'irait plus à la CPI, mais dans son camp aussi, pour montrer les gages de la bonne foi
Bon, est-ce qu'il n'y a pas de compte à rendre de part et d'autre? C'est aussi passer le temps aussi à demander des comptes de part et d'autre. Il n'y a pas un pays à construire. Je pense que les Ivoiriens aussi ont cette intelligence-là de pouvoir s'accorder sur le minimum pour avancer. D'accord. Juva, quel est aujourd'hui l'avenir politique de Laurent Gbagbo après justement cette décision de la CPI? Avant de venir sur la question du futur politique de Laurent Gbagbo, moi je vais revenir sur ce que disait Bernard tout à l'heure et ce que vous ouvriez comme brèche. Vous savez, ce n'est pas fortuit que la CPI ait décidé de s'arrêter à la question post-électorale. Dites-moi, si on devrait commencer de 2001 jusqu'aux élections qui ont posé problème, qui serait inquiété? Si on commence à s'intéresser à cette période-là, soit on juge un État, soit on juge une rébellion. Et comment est-ce que vous pouvez être à l'aise pour condamner quelqu'un qui prenait des décisions en tant qu'État, ou des gens qui prenaient des décisions en tant qu'État? Ça va être très compliqué. Maintenant, pour revenir à d'autres éléments, c'est qu'il faudrait aussi que la CPI ou la justice ne soit pas utilisée pour régler des comptes. Aujourd'hui, on pourrait commencer à regarder dans d'autres éléments. Mais suivez mon regard, vous savez vers qui risque d'aller certaines investigations, qui n'est plus d'ailleurs en odeur de sainteté avec son père d'il y a un temps, tant entendu que celui dont on parle à plusieurs pères. Il a été avec Gbagbo à un moment donné et avec Alassane aussi à un moment, Alassane Dramane Ouattara à un autre moment donné. Et ça risque de sonner encore comme des règlements de compte avec une justice comme intermédiaire. Donc je dis, on est dans une Côte d'Ivoire où à un moment donné, je se demande, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question qui est essentielle, c'est quel avenir on veut pour ce pays-là. C'est ça qui est la question essentielle. Quel est l'avenir qu'on veut pour ce pays-là? Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Et vous tentez, c'est-à-dire que quand vous ouvrez des boîtes, c'est comme des boîtes de Pandore. À vouloir trop chercher, vous risquez d'être rattrapé dans votre présent, parce qu'on jugera très clairement que celui avec lequel vous étiez et qui vous a rendu service, c'est celui-là que vous voulez clouer au pilori aujourd'hui parce qu'il n'est plus avec vous. Et ça crée de nouvelles rancœurs. Vous posez la question de savoir, est-ce que la vieille classe qu'on avait avec ces dissensions, on ne pourrait pas avoir un genre de comment dire ça, comme avec la question du Covid, on appelle ça les nouvelles variations. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des variations du conflit avec une autre génération? On peut citer des noms. Il y a Blé Goudé qui est là, il y a encore Soroki Bafori qui est là, il y en a beaucoup d'autres qui sont là, qui même au sein du PDCI ont envie de s'affirmer. Est-ce que peut-être ça n'aura plus le même visage avec la façon plus dure? Mais est-ce qu'on ne risque pas de continuer dans des clivages? Parce qu'il y a des gens qui incarnent encore d'autres, pour certains, qui incarnent ceux qui prennent le flambeau de vieux qu'on aurait déjà cité. Donc ça, c'est des choses qu'il faut peut-être pour moi oublier. C'est qu'est-ce qu'on veut construire maintenant pour cette Côte d'Ivoire-là. Quand chacun des acteurs dit je veux revenir, mais je veux travailler à la réconciliation, il faut que ce soit au moins sincère dans chacune des parties. Et j'ai dit quelque chose à un moment donné. J'ai dit, quand vous regardez la décision de la CPI, ça ne discute. J'ai dit que ce qu'on dit, c'est clair, c'est que Bensouda n'est pas parvenu à prouver qu'il y a eu crime contre l'humanité, qu'il y a eu des plans et tout. Et la responsabilité de certains. Mais les morts là demeurent. Et il y a eu des discours politiques qui ont amené à une situation. Mais il y a eu aussi des Ivoiriens qui ont cru en ce que leur conviction allait au-delà même de la vie de certaines personnes. Ça, c'était une réalité. Donc, la sincérité là, ça doit aller jusque chez toutes ces personnes-là. Parce que c'est pas seulement le discours là qui est descendu et égorgé des gens. Non, c'est des gens qui ont attrapé des machettes, c'est des gens qui ont attrapé des fusils. D'accord. Donc, un mot sur la dernière question. L'avenir politique de Laurent Gbagbo, ça va dépendre fortement de son retour. Vous vous rappelez que la question de l'appel, il y avait beaucoup d'espoir que cela suscitait parce que ça donnait dans le timing la possibilité de Laurent Gbagbo d'être encore sur la scène politique, peut-être même en candidatant et tout. Mais malheureusement pour certains, c'est à la dernière minute et que Bensouda a
décidé de faire appel. Parce que tout le monde même attendait, c'était pratiquement à la dernière minute qu'elle a décidé de faire appel. Et ça a changé le débat sur le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il sera candidat, est-ce qu'il ne sera pas candidat, c'était déjà terminé. Parce que pour beaucoup, c'était déjà plié. Maintenant, aujourd'hui, avec son acquittement, attention, il y a une autre réalité ivoirienne. Il y a quelqu'un qui est en train de partir. Ou bien, ça sera difficile en tout cas qu'il reste, Alassane Ouattara. Et la question de sa succession, elle est un véritable casse-tête, tant pour lui que pour les membres de son clan. Aujourd'hui, il est soupçonné pour beaucoup de vouloir installer son frère. Ça encore, il y a d'autres qui sont dans la théorie du complot, il y a beaucoup de choses qui se disent. On n'a pas encore des gestes très clairs qui peuvent nous permettre de l'affirmer. Quoique, on sent qu'il y a peut-être un genre de choses qui se tracent. Mais Gbagbo aussi, il revient, c'est dans ce contexte-là. Et puis Gbagbo aussi, il a quel âge aujourd'hui? 76 ans. Il a 76 ans. Quand il revient, c'est pour apporter quoi? Peut-être par la force des choses, il aura été absent pendant que Alassane aura été président, mais quand il revient, ce n'est plus le même FPI qu'il avait laissé. Il y a un FPI version affinissant qui ne démord pas. Et qui même, vous l'avez vu lors des dernières législatives, n'est pas allé avec les Gore. Comme vous voyez, la version Gore, elle s'est plutôt alliée au PDCI. Donc, il y a toujours cette redistribution-là qui est en train d'être faite, mais je me demande quand Gbagbo il vient, c'est lui seul qui pourra dire si c'est la chaise présidentielle, c'est quelque chose qui l'intéresse encore. Mais demeurer en politique, ça, vous ne pouvez pas lui enlever ça, parce que quand vous enlevez ça à Gbagbo, c'est sûr qu'il est en train de partir, c'est fini. D'accord. Nous allons laisser le dernier mot à notre convoqué du jour, Lionel Bulgo. Geoffroy l'a dit, il faut peut-être attendre pour avoir une claire lecture de la décision que Gbagbo va prendre. Mais est-ce que vous le voyez à 76 ans jouer des rôles de premier plan sur la scène politique après son retour? Non, moi, ça c'est mon avis. Après, l'homme, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne le vois pas jouer ce rôle politique-là. Je vois plutôt un Gbagbo qui va jouer un rôle social, un rôle de rassembleur, un rôle de conseiller, un rôle de guide pour ceux qui croient encore en lui, pour du haut de son âge et de la sagesse qu'il doit garder, avoir, et de tout ce qu'il a pu traverser. Il reste quand même une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Je pense que le positionnement social lui sied mieux aujourd'hui que le positionnement politique. Il n'a plus rien à prouver politiquement. Je pense qu'il a tiré ses plus belles cartouches durant toutes ces années. Ce qu'il faut prouver maintenant, c'est son côté rassembleur, l'image en fait d'une personnalité sans haine qui va nourrir les générations futures. Je le vois plus dans ce rôle-là que dans le rôle politique. Et d'ailleurs, je pense, en écoutant Vaha, que la Côte d'Ivoire a besoin de régénération au niveau de ses élites politiques. En fait, ce sont les mêmes qui battent le macadam dans l'histoire politique du pays, et il faut transmettre, il faut céder, il faut permettre justement à l'éclosion d'une nouvelle élite politique pour porter la destinée de la Côte d'Ivoire vers un avenir meilleur. Et avant de transmettre justement, il faut régler ces conflits-là. C'est à la responsabilité de ces trois mastodontes de la politique ivoirienne que sont Bédié, Gbagbo et Alassane de créer les conditions favorables pour permettre un jeu politique serein, équitable pour tous les jeunes politiciens ivoiriens qui rêvent de prendre le flambeau, de porter leurs responsabilités et de construire cette Côte d'Ivoire-là. Et d'ailleurs, le plaidoyer que je fais ici pour la Côte d'Ivoire, je le fais aussi pour mon pays et pour d'autres pays africains qui souffrent justement de la sclérose, de la durée en tout cas, sur la scène politique de certaines personnes qui sont aujourd'hui, de mon point de vue, dépassées par rapport à l'actualité mondiale. Merci Lionel Bulgo, merci également à monsieur le juge pour ces clés de lecture. C'est vrai qu'on n'a pas la prétention d'avoir épuisé le sujet tellement il est important et d'actualité. Ce qui est certain, nous avons ouvert ensemble une brèche, nous allons suivre cette actualité-là et on l'a tous dit, la Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Merci d'être passé Lionel Bulgo, je rappelle que vous êtes analyste politique, directeur Afrique de Timinis Média. En tout cas, malheureusement, nous n'avons pas pu avoir Joachim Vokuma, directeur de publication de Casseto.net, mais ce n'est que partie remise. Et nous allons le retrouver pour décrypter certainement d'autres actualités. Quant à vous, auditeurs et téléspectateurs de True TV et WattFM, on se donne rendez-vous demain pour faire le même exercice, porter un regard critique sur l'actualité. Excellente journée.